session. Mesdames, Monsieur, mes chers collègues, Monsieur le Président, donc Madame la déléguée générale, Madame la déléguée générale adjointe, Madame la rapporteure, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette possible non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique, à savoir la formation commission d'enquête. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de préciser vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Philippe Paillard, vous appuyez sur le micro. Je le jure. Pas de conflit d'intérêt. Madame Le Petit. Je le jure, pas de conflit d'intérêt. Et Madame, alors c'est Bertaille. Je le jure. Je le jure, pas de conflit d'intérêt. Je vous remercie. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont permis d'entendre les directions d'administration centrale, notamment celles en charge de la fiscalité, mais aussi de l'éducation nationale, de la culture et de la vie associative. Ces auditions doivent nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant, et ça c'est très important, bloquer le système. Le maître mot de nos travaux sera la transparence. L'audition de franche générosité s'inscrit dans une deuxième phase de nos travaux, au cours de laquelle nous allons recevoir des structures qui assurent une double mission. Représenter le secteur de la philanthropie ou le secteur associatif auprès des pouvoirs publics d'une part, et accompagner les acteurs dans leur démarche d'autre part. Votre audition doit nous permettre donc d'approfondir nos premières analyses, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, mais aussi les évolutions et mutations que le secteur a pu connaître au-delà de ces dernières années. Et j'ajouterai donc les enjeux organisationnels, évidemment. Monsieur le Président, nous allons donc vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse la parole à notre collègue rapporteure, Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour et merci à tous les trois de votre présence. Finalement, le point de départ de cette commission d'enquête, c'est l'observation et nous en voyons les effets dans l'ensemble de nos territoires, quels qu'ils soient, l'observation du fait que l'attention sur les financements publics, parfois la complexification des financements publics met en tension un certain nombre d'acteurs associatifs, met en tension un certain nombre de politiques publiques et Madame la Présidente parlait à l'instant de l'éducation, de la culture et du patrimoine, du soutien à la vie associative et ces tensions amènent de nouveaux acteurs, de nouveaux intervenants à entrer dans ce champ de soutien aux politiques publiques. Et de ce point de vue-là, nous nous interrogeons évidemment sur la question de la transparence des financements. Comment est-ce que l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les élus locaux, nous sommes au Sénat, cela nous importe évidemment, sont totalement informés des circuits de financement pour savoir et pouvoir prendre en conscience et en toute connaissance les décisions qu'ils souhaitent prendre, mais en ayant évidemment tous les tenants et les aboutissants. Et cette question, elle se pose évidemment également
pour les acteurs associatifs qui doivent savoir de quelle manière et par qui et pour quels objectifs ils sont soutenus. Il nous semblait du coup extrêmement intéressant de pouvoir vous entendre aujourd'hui à la place qui est la vôtre, de France Générosité, d'une part pour comprendre quelles évolutions vous observez dans ce secteur, quelle est la place de la philanthropie, du mécénat, vous l'appelez bien comme vous voulez, en tout cas du soutien d'acteurs privés au nom de l'intérêt général. Est-ce que, voilà, quel type d'évolution vous observez, que ce soit dans des champs sectoriels, que ce soit en modalité d'accompagnement financier, que ce soit en termes de contrepartie implicite, explicite, mais également, deuxième volet, après ce point plutôt d'analyse du secteur, et dans la position qui est la vôtre, vous avez la possibilité d'avoir un regard large et national. Mais par ailleurs, comment est-ce que vous observez des stratégies éventuelles qui pourraient être avec des velléités d'influence sur les politiques publiques soutenues? Voilà pourquoi nous souhaitions aujourd'hui pouvoir vous interroger et vous écouter. Monsieur Paillard, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, merci tout d'abord de nous auditionner. Nous répondrons bien évidemment par écrit avant le 8 avril à vos questions. Une petite intervention pour préciser, pour présenter France Générosité, parler un petit peu des grandes tendances de la générosité, je pense que c'est important, et puis partager avec vous 3 ou 4 convictions. Alors, France Générosité a été créée il y a 27 ans. Et nous avons eu à ce moment-là, lorsque le monde non lucratif nous a créés, nous avions 2 missions. La première, c'était bien évidemment de représenter la générosité sous toutes ses formes auprès des pouvoirs publics en France et en Europe. Et puis nous avons aussi une seconde mission, qui est une mission auprès de l'opinion publique, c'est développer toutes les formes de générosité financière, compétences, temps auprès de l'opinion publique et de défendre et de développer l'esprit philanthropique. Alors, en 27 ans, nous avons parcouru un long chemin. Nous sommes actuellement 170 membres. Et avec une spécificité, c'est que nous avons en notre sein, à peu près à force égale, les associations, les grandes associations, les ARUP et les FRUP. Et puis nous avons aussi 5 fonds de dotation, une mutuelle et 2 organismes publics de santé. Par rapport à vos questions, des précisions sur les FRUP, les 50 FRUP qui sont parmi nos membres. Elles sont il y a d'abord beaucoup de fondations abritantes. La majorité des fondations abritantes, et je sais que c'est un point important pour vous, sont membres de France Générosité. Et nous avons plus de fondations opératrices que distributives, mais nous avons les deux. L'ensemble, nous avons au total 2/3 de nos membres qui sont reconnus d'utilité publique. Et vous allez me dire 170 membres, c'est beaucoup et c'est peu à la fois, parce qu'il y a tellement d'organisations qui peuvent recourir à la générosité, mais ces 170 membres sont très importants puisqu'ils représentent à eux seuls plus d'1/3 de la générosité en France. On en reparlera tout à l'heure. La générosité, c'est 9,2 milliards. Ce sont des organismes qui en attirent plus de 3 milliards. Au niveau de nos missions, parlons de notre rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. Bien évidemment, auprès des pouvoirs publics, nous sommes sur des thématiques de financement, de ressources, de générosité, de fiscalité de la générosité, mais nous sommes aussi sur le cadre d'utilisation de ces ressources. C'est pour ça que nous intervenons dans toutes les problématiques qui intéressent le monde associatif et non lucratif. Et nous sommes pour exemple, actuellement, nous sommes les interlocuteurs des pouvoirs publics sur le projet de décret du ministère de l'Intérieur sur les FRUP, dont Madame L'église vous a parlé lors de son audition. Nous sommes aussi en discussion sur la réforme de la taxe sur les salaires avec le ministère des Comptes publics, ou encore, un autre exemple, sur le bilan du règlement comptable des associations et des fondations. Donc, vous voyez, des activités assez larges. Nous intervenons aussi au niveau européen
pour deux raisons. D'une part, parce que ça nous permet de nous comparer, et notamment en matière de transparence, de savoir avec les autres organisations européennes et les grandes organisations philanthropiques comment évoluer, comment améliorer les choses. Et puis, bien évidemment, parce qu'il y a des réglementations qui sont prises au niveau européen et qui demandent aussi de défendre nos intérêts avant qu'elles reviennent sur notre pays. D'ailleurs, Laurence Lepetit, qui est la déléguée générale, est en même temps vice-présidente de l'EFA, l'European Fundraising Association, et nous travaillons beaucoup en harmonie avec Philea, qui est la grande organisation philanthropique européenne. Un dernier point, nous sommes membres du conseil d'administration de SS France. Donc ça, c'est pour la partie défendre les intérêts auprès des pouvoirs publics. Et puis on a la partie grand public. Et là, donc comment mobiliser, comment expliquer les générosités aux Français. Donc nous menons des actions de communication. Nous avons un site qui s'appelle infodon.fr, qui est le site de référence sur toutes les formes de générosité en France. Et puis, et c'est un point important dans vos auditions, nous faisons la réalisation d'études à partir de data publiques et aussi de data consolidées venant des organismes non lucratifs, qui sont des points de référence et qui sont reconnus pour leur qualité scientifique, mais nous en reparlerons probablement tout à l'heure. Voilà la présentation rapide de France Générosité. Je bascule au travers des études sur quelques chiffres sur la générosité, quelques tendances, parce que nous réalisons avec la Fondation de France tous les 3 ans ce qu'on appelle le panorama des générosités, qui est une étude très exhaustive, très pleine sur les générosités, prenant en compte les particuliers et les entreprises. On est d'ailleurs les seuls en Europe à arriver à agréger les deux. Et la dernière étude a été faite, c'est une étude triennale, elle a été faite en 2022, donc je vais vous parler des chiffres de 2022. La prochaine ayant lieu sur 2025, et elle est en cours de travail justement. Et les chiffres seront restitués un peu plus tard. Ce que je peux dire, c'est qu'en 2022, la générosité en France s'élevait à 9,2 milliards. Soit une progression de 8% par rapport aux chiffres de 2019. Dans ces 9,2 milliards, vous avez 5,4 milliards qui viennent des particuliers et vous avez 3,8 milliards des entreprises. Quelques mots sur les entreprises, puisque je sais que vous allez auditionner Anne Mical dans la journée, je crois. Chez les entreprises, on a toujours l'impression que le mécénat vient des grandes entreprises. En fait, non, il y a une grande partie qui vient des PME, des TPE. Hein. Les PME et TPE représentent 96% des entreprises mécènes en France. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous qui représentez les collectivités locales, à quel point sur nos territoires, le mécénat de proximité mené par des TPE et par des PME au cœur de leur territoire sont essentiels en termes culturels, sportifs, d'insertion sociale, de jeunesse, etc. Je reviens plus particulièrement sur les particuliers, mais bien évidemment, je pourrais répondre à des questions sur le mécénat d'entreprise. Sur les particuliers, 5,4 milliards. Ces 5,4 milliards, ils sont en 3 masses. C'est assez intéressant. La première masse, c'est la masse déclarée aux impôts, lorsqu'on fait tous notre déclaration d'impôts. C'est à peu près 3,6 milliards. Et bien évidemment, ce sont des chiffres que nous travaillons avec la DGFiP, avec les services de l'État qui nous les fournissent. Et donc, ces 3,6 milliards viennent de 5 500 000 foyers fiscaux. Ça veut dire qu'il y a 15% en France des foyers fiscaux qui font des dons. Et quand je dis 5 500 000, grosso modo, je vous donnerai le chiffre exact, j'agrège aussi les 33 000 foyers fiscaux qui font des déclarations sur l'IFI. Une grande partie vient bien évidemment d'une déclaration sur l'impôt sur le revenu. 33 000, un peu moins je crois que c'est le chiffre, viennent de l'IFI. Ce sont donc des dons déclarés. À côté de ces dons déclarés, vous avez à peu près une masse de 500 millions, c'est intéressant, qui sont des dons non déclarés, donc il n'y a pas de reçu fiscal. Qu'est-ce que c'est ces dons déclarés? C'est les grandes opérations de quête, la Croix-Rouge, les Pièces jaunes par exemple. Ce sont aussi les événements de solidarité menés. C'est, deuxième chose, sont un peu appelés les quêtes durant les offices.
Et nous avons des remontées très précises pour les catholiques, pour les protestants qui centralisent tout ça. C'est plus complexe avec le culte musulman et le culte juif. Et puis vous avez dans ces 500 millions, vous avez aussi une grande partie qui vient de dons en nature valorisés. Les dons en nature valorisés, un exemple, c'est le Secours populaire qui fait sa journée où vous allez acheter, vous savez, dans les supermarchés, des boîtes de conserve, des produits d'hygiène que vous remettez après. Bien évidemment, vous n'avez pas de reçu fiscal. Les banques alimentaires font la même chose. Et ça représente 400 millions des 500 millions. Mais c'est assez intéressant. Et le dernier point est très intéressant, c'est qu'il y a à peu près 1,3 milliard qui vient de ce qu'on appelle les libéralités. 1 260 000 exactement. 1 260 000, pardon. Dans les libéralités, vous avez essentiellement deux ensembles, les legs et les assurances-vie. Les assurances-vie que vous faites à une association, à une fondation, c'est à peu près 30% du total. Il reste donc à peu près 900 millions par an qui viennent des legs. Et des legs que vous faites à une association, à une fondation. Un point important, c'est que ça va être un secteur qui va de toute façon se développer dans les prochaines années, puisque vous savez comme moi que la transmission patrimoniale qui est prévue de 2020 à 2040 va être 3 fois supérieure, 9 000 milliards d'euros, à celle des années 2000-2020. Pourquoi ? Parce que la génération qui est la mienne, des baby-boomers, est appelée à disparaître dans ces prochaines années. Et c'est vrai que comparé à d'autres générations, le patrimoine est plus important. Donc, il va y avoir un fort développement des legs dans les prochaines années. Voilà un peu ce que je souhaitais vous dire sur la générosité. Maintenant, sur les comportements, j'aimerais insister sur 2 points qui nous concernent tous. Le premier, c'est ce qu'on appelle les petits dons. C'est-à-dire les dons inférieurs à 150 € sur une année baissent de plus en plus. Ils représentaient 70% du total il y a 20 ans, ils ne représentent plus que 40%. Ça veut dire que des gens, parce que leur pouvoir d'achat a baissé ou parce qu'ils perçoivent que leur pouvoir d'achat a baissé, donnent beaucoup moins. Et bien évidemment, c'est des gens qui ne sont pas très aisés. Et ces dons sont compensés, et ça pose un problème démocratique et un problème d'enjeu générationnel, par des dons plus importants de personnes plus aisées et plus âgées. Plus aisées d'abord, 51% des dons en France viennent des personnes du dernier décile. Les personnes les plus aisées. Alors attention, je relative très vite parce que le dernier décile, vous le savez bien, commence en France autour de 4 500 €. Donc on n'est pas du tout sur les très très riches quand je dis ça, mais on est des gens plus aisés et surtout plus âgés, puisque chaque année l'âge recule. C'est pas un phénomène français, on le voit dans tous les pays européens et même aux États-Unis. Et l'âge médian du don en France est à 63 ans. Et donc, vous voyez bien le problème extrêmement important du renouvellement des générations de donateurs, avec en plus des générations XY qui donnent moins que les autres, qui ont d'autres formes d'engagement. Donc, le problème du renouvellement des générations va être pour nous tous un problème extrêmement important. Alors, on pourrait se dire, 9 milliards d'euros, c'est pas mal, c'est plutôt bien, il y a une vraie dynamique. Oui, c'est vrai, mais relativisons-la par 2 points. Le premier point, c'est que nos amis européens donnent plus. Les Britanniques donnent 3 fois plus, les Allemands et les Espagnols donnent plus. Alors, ça s'explique pour des raisons historiques, culturelles, pour des raisons du rôle de l'État, pour des raisons de modèles sociaux. Quand on a un modèle social fort en France, c'est très différent qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Donc, on aura l'habitude en Grande-Bretagne de donner plus pour équilibrer l'absence de certains plans de l'intervention de la puissance publique. Donc on relativise un petit peu ces 9 milliards d'euros. Et puis, je le relativise aussi d'une autre façon, c'est que depuis 2 ans, 2023 et 2024, on a eu une simple stabilité de la générosité. Parfois même en 2024, puisqu'on fait des enquêtes intermédiaires, une légère baisse par rapport à l'inflation. Donc juste un maintien en termes de pouvoir d'achat de la générosité. En 2025, on a les premières indications. Il semblerait qu'elle reparte un petit peu et qu'elle soit probablement à plus 3 par rapport à 2024. Mais vous voyez, il y a là une dynamique merveilleuse, mais qui est plutôt en phase de stabilisation maintenant. Une fois donné ces chiffres, j'aimerais conclure par 3 ou 4 observations. La première observation, et c'est une conviction que nous partageons, et il est important de le dire, même si je suis sûr que vous en êtes convaincus vous-même, la générosité, c'est un trésor national. C'est un trésor national pour différentes raisons. D'abord, elle est un soutien fort aux politiques publiques qu'elle complète, qu'elle permet de déployer. Alors, 2-3 exemples.
c'est 65% de l'aide, la générosité de l'aide aux plus défavorisés. C'est en termes de recherche sur le cancer, 40% du financement de la recherche en cancérologie en France. Et puis, sur nos territoires, bien évidemment, un autre exemple de l'intérêt général, tout ce qui a été fait en termes de patrimoine, de rénovation du patrimoine local, vous en êtes tout à fait conscient. J'en ai encore juste pour 2 minutes, à peine. Donc c'est vraiment, si vous voulez, la générosité, c'est vraiment au niveau des politiques publiques, c'est très important. La générosité, c'est autre chose, c'est aussi une présence lorsque l'État ou le privé est absent. Hein. Et on va citer qu'un exemple, les maladies délaissées, c'est le rôle formidable d'AFM Téléthon, financé à 90%, 88% je crois, par la générosité. Et grâce à ces recherches, on a maintenant un test de dépistage de certaines maladies qui sont faits à partir de septembre 2025 dans toute la France. Donc c'est quand même formidable. Et troisième chose, et Axel Davzac, la déléguée générale de la Fondation de France, a insisté dessus, la générosité permet des innovations sociales incroyables, parce que les associations au plus près du terrain, face aux besoins des gens, aux spécificités du besoin des gens, vont trouver des solutions originales. Et vous en êtes, vous le savez mieux puisque vous vivez tous les jours sur le territoire. Et n'oublions pas que ces innovations peuvent parfois devenir des politiques publiques, puisque le service civique, politique publique formidable en France, est né d'initiatives privées, financées par des fondations privées. Et puis on peut donner un autre exemple qui nous est cher, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, étendu maintenant dans 80 territoires, et d'ailleurs avec un rapport de la Cour des comptes très favorable, même s'il émet des réserves, etc. Donc, la générosité, c'est même au-delà de tout ça. C'est le lien social, c'est la cohésion nationale. Première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'on a la chance d'avoir une très bonne fiscalité, je suis obligé de le dire. Et je remercie la représentation nationale et les gouvernements d'avoir maintenu la fiscalité, la stabilité de la fiscalité. Et en ce qui concerne le Premier ministre, M. Lecornu, de l'avoir légèrement améliorée cette année. Troisième point, je vais vite parce que la présidente me montre que je suis un petit peu en retard et je vous prie de m'en excuser. Mais vous avez raison. J'ai fini en 30 secondes. Une troisième remarque très importante. On va en reparler, mais la philanthropie, elle évolue. Dans une relation un peu verticale qu'il y a eu pendant de nombreuses années entre les fondations et les associations, se met en place une philanthropie plus moderne, plus à égalité, qui n'est pas simplement faite sur le transfert financier, mais sur aussi l'échange de compétences, qui est fait sur plusieurs années. Il y a beaucoup de conventions pluriannuelles, ce qui met les associations sous une moindre pression, et qui en plus laisse à l'association, au contact du terrain, faire évoluer le projet. Et donc c'est une philanthropie dont il faudrait que l'on parle, parce qu'elle est vraiment très positive. Et puis le quatrième point, au milieu de tout ça, il y a la confiance. La confiance est les clés. Sans confiance, il n'y a pas de générosité. C'est la clé de voûte de tout le système. Et la confiance, ce qu'elle veut dire, elle veut dire la transparence et le contrôle. Hein, et là, on est fiers que le système français, et on pourra parler au niveau international, est probablement un des plus transparents. Hein, et peut-être pas assez contrôlé, et ça on en parlera par rapport dans d'autres pays, mais c'est un point très important. Et on a la confiance des Français, et je finirai en un clin d'œil fait à l'Assemblée, qui est la Haute Assemblée qui représente les collectivités locales, dans tous les sondages. Les Français, ils ont confiance avec un taux très élevé en deux choses, les collectivités locales et le monde non lucratif. Excusez-moi, Madame la Présidente, pour le petit dépassement. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie parce que votre exposé est extrêmement complet. Et donc, tous les sujets sont abordés. Et donc, en fait, vous concluez sur notre sujet. Et donc, ça tombe plutôt bien. Donc, je vais redonner la parole à la rapporteure pour approfondir ces questions de transparence et de contrôle. Merci beaucoup. En effet, vous avez déjà partiellement répondu aux questions, notamment sur l'évolution du paysage. Et j'ai très envie d'abord de vous demander quand même de revenir sur les stratégies d'influence éventuelles qui peuvent exister dans le monde de la philanthropie, de la générosité, du mécénat, d'une part, et de rebondir sur votre dernier point, sur transparence et contrôle, et notamment parce que vous avez dit de façon elliptique
donc ça donne envie d'en savoir plus, qu'il y avait des modalités de contrôle qui étaient plus abouties, plus formalisées dans d'autres pays européens. C'est en effet l'un des sujets qui nous intéresse. Si vous pouviez développer ce point-là et nous dire vers quel pays nous devrions regarder. Alors, je vais commencer de vous répondre et puis je donnerai la parole bien évidemment à Laurence Lepetit qui a des activités européennes. Nous, le constat qu'on peut faire, c'est que depuis maintenant une quinzaine d'années, au travers de différents textes législatifs réglementaires, au travers, bien évidemment, de la loi sur le séparatisme, tout ce qui est transparence et tout ce qui a été contrôle a été renforcé. Et dans tous les domaines de la vie des associations et des fondations, il y a des normes, beaucoup de normes, et sur la plupart des mesures qui ont été prises, elles ont notre accord, même si parfois certaines on a combattu certaines et on n'est pas tout à fait d'accord, ou d'autres nous paraissent complexifier la vie des associations et des fondations. Donc on a un corpus normatif et de contrôle extrêmement fort. Et nous pensons à ce stade qu'il est déjà suffisant il manque d'application au travers de contrôle. Et lors de l'audition de Madame Léglise du ministère de l'Intérieur, on a beaucoup apprécié le fait qu'elle annonce qu'elle avait pu dans le budget avoir des postes supplémentaires de contrôle. Et déjà dans le système normatif que nous avons, nous sommes dans l'attente de plus de contrôle de la puissance publique. Et comme je fais référence aussi à l'intervention de Madame Léglise, je dirais que, attention, n'en rajoutons pas. Et notamment, et ça c'est un point qui nous touche beaucoup, lorsqu'on parle de baisser le seuil des 153 000 €. Vous savez, ce seuil qui oblige de recourir à la certification d'un commissaire aux comptes, ce seuil qui oblige à avoir un compte d'emploi ressources, un CROD, enfin toutes des modalités extrêmement fortes, nous considérons qu'il est déjà trop bas. C'est un niveau qui n'a pas été rehaussé depuis une dizaine d'années, qui n'a pas pris en compte l'inflation et qui met des petites structures dans des positions extrêmement difficiles où il n'y a pas beaucoup de salariés, très peu de bénévoles compétents pour pouvoir répondre à toutes ces obligations. Donc là, on a l'habitude de travailler avec Madame Léglise et on va la rencontrer la semaine prochaine. Là, je marque une nette opposition à cette idée, mais on en débattra bien évidemment cordialement avec elle. Je voudrais faire maintenant une différence entre les fonds de pension et les fondations. Les fonds de dotation et les... Pardon, excusez-moi, merci. Et les fondations. Tout ce qui s'est passé sur les fonds de pension nous plaît beaucoup. Le fonds... Je ne sais pas pourquoi je vous parle de fonds de pension, c'est quelque chose qui ne me concerne pas du tout. Mais bon, passons. Fonds de dotation. Et tout ce qui s'est passé nous plaît beaucoup. Je vais faire une différence avec les FRUP. Parce que les fonds de dotation ont été créés dans un espace avec une idée très libérale en 2008, tout à fait légitime, de créer quelque chose de plus rapide, de moins doté, qui permette aussi de se tourner vers une nouvelle forme de philanthrope, etc. Très très bien. Mais il y avait trop de liberté. Et on est très content que les vagues successives réglementaires et législatives aient cadré. On est très content que la dotation initiale soit passée de 10 000 à 15 000 €, ça a du sens, qu'à partir de 10 000 € de ressources, on ait un recours obligatoire à un commissaire aux comptes, qu'on doit publier ses comptes chaque année avec un rapport d'activité, etc., déposé à la préfecture, très détaillé, etc. Il fallait rééquilibrer. Et maintenant, on est dans une situation où les fonds de dotation, ils sont super normés. Il y a un contrôle à partir du premier euro, quelque part. Donc, si... il y a des doutes sur les fonds de dotation, c'est parce que l'État, la puissance publique, n'a pas la capacité, et on verra, on fera une comparaison internationale avec des structures qui ont beaucoup plus en Europe de gens pour contrôler, n'a pas la capacité à contrôler. Les FRUP, c'est différent, parce qu'elles se sont pris toutes les vagues aussi de réglementation des normes, elles se sont pris une dernière en 2024, et les FRUP, ce qu'il faut faire pour les FRUP, elles sont très contrôlées. Vous savez en plus qu'il y a des représentants du gouvernement, membres, aussi bien si on a un conseil de surveillance qu'un conseil d'administration. Mais les FRUP, leur problème, c'est qu'il n'y en a pas assez en France, parce que c'est trop dur de les créer, elles sont 650, et que leur vie est d'une complexité, et je crois qu'hier, le CFF a cité là-dessus, en termes de création, de modification, etc. Donc le problème des FRUP, et c'est sur quoi on se bat actuellement auprès de Madame Léglise et de son équipe, d'une manière très ouverte, puisqu'on est en discussion avec elle sur le projet de décret des FRUP, c'est
donnons de la respiration aux FRUP. C'est pas normal qu'il y ait que 650 FRUP en France. C'est pour ça qu'on a plusieurs milliers de fonds. C'est parce que les FRUP ont figé un petit peu le paysage. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour répondre dans la deuxième partie de vos questions, Laurence Dutsan. Oui, bien sûr. Alors, effectivement... Pardon. Donc, sur la question européenne, je vais continuer là-dessus. Donc, effectivement, on vice-préside un réseau qui s'appelle European Fundraising Association, qui rassemble en fait dans une quinzaine de pays des organisations comme France Générosité. Et on est également affilié à Philéa, qui est le réseau philanthropique européen. Il me semble que vous avez également demandé à les auditionner. Alors, je ne pourrais pas faire à la place de Philéa une étude comparée de l'ensemble des systèmes. Ils ont une étude qui est très très bien faite, qui compare tous les différents systèmes philanthropiques à la fois en termes statutaires et également sur la fiscalité. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la France est un bon élève en matière de transparence financière, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de règles européennes, notamment sur les questions de transparence financière, anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme, qui sont un corpus assez exigeant et transposé en droit français. Peut-être deux exemples. Le registre des représentants d'intérêt de l'achat TVP, il existe en France depuis 2016, alors qu'il n'a été mis en place qu'en 2024 en Allemagne. Et puis un autre exemple un peu plus technique sur les prestataires de services d'actifs numériques, ce qu'on appelle les crypto-actifs. Alors je vous rassure, il y a assez peu de dons encore en crypto-actifs aujourd'hui en France, mais c'est quelque chose quand même qui se développe fortement. Et en application du règlement MiCA, la France avait déjà anticipé ce règlement et avait déjà mis en place l'ensemble des règles du règlement européen. Par contre, et c'est là aussi pour cela, et Philippe l'a dit, qu'on est représenté au niveau européen, il y a beaucoup de réglementations européennes qui ne voient pas les impacts concrets et directs de ces réglementations sur le secteur non lucratif. Je vous prends un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez une réglementation qui s'appelle la réglementation TTPA sur la transparence de la publicité politique en ligne. Elle a été publiée en octobre de cette année par la Commission. Évidemment, on ne peut être que d'accord avec cette réglementation qui vise à protéger la transparence de nos élections partout en Europe. Il se trouve qu'au regard de cette réglementation, tous ceux qui font de la publicité sur des réseaux sociaux ou en ligne, en fait, doivent labelliser ce qu'on appelle des posts, donc leurs publications, comme des publications politiques à partir du moment où ce post a pour vocation à influer la décision publique. Sur ce fondement, vous avez des plateformes comme Meta, donc Meta c'est Facebook et Instagram, qui en fait, captent la plupart des réseaux sociaux européens, enfin des usagers des réseaux sociaux européens, qui ont décidé de prendre une réglementation encore plus contraignante et de censurer la plupart des posts des organisations non lucratives. Et là, elle nous impose un agenda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations, associations et fondations, ne peuvent plus publier de posts sur la guerre, tout ce qui est sur l'Ukraine, sur Gaza, ne peuvent plus publier de posts sur les droits des femmes, sur les droits des minorités et sur les questions environnementales. Et donc là, on est obligé de dialoguer aujourd'hui. Et la Commission européenne, si vous voulez, elle n'avait pas vu, et c'est bien normal, que ça pouvait être un risque pour nos organisations. Et qu'aujourd'hui, il y avait une invisibilisation de certains sujets qui étaient au cœur de nos missions sociales et qui sont au cœur aussi d'une société démocratique, d'avoir cette capacité de liberté d'expression de nos organisations qui posait problème. Et donc on dialogue aussi aujourd'hui avec la Commission européenne et puis avec les plateformes, le dialogue est moins facile avec les plateformes, pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut sécuriser aussi nos organisations. Oui, je souhaiterais je ne sais pas si les collègues ont des questions à poser. Étienne ? Oui, non, moi, j'avais juste une question. Je n'ai pas bien compris ce que vous disiez sur l'IFI et la générosité. Sur l'ancienne ISF, il y avait un système qui était très clair. Sur l'IFI, il y a eu des modifications. Je n'ai pas compris votre argumentation. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, j'ai dû mal m'exprimer, vouloir aller trop vite. En fait, sur les 5 500 000 foyers vous en avez une très très forte majorité, pratiquement plus de 5,4 millions, qui déclarent leurs dons sur leur imposition sur le revenu. Et vous en avez 30 000 qui utilisent leur imposition sur l'IFI. Voilà. Alors, peut-être une petite précision, c'est que ces 35 000 déclarants IFI rapportent
220 à 230 millions. Donc en termes de générosité, c'est important. Et puisque vous faisiez allusion à l'ISF, lorsqu'on est passé de l'ISF à l'IFI, il y a eu une chute massive. D'une part parce que il y avait moins de gens assujettis, et d'autre part parce que toute modification fiscale, vous savez, les ménages, les foyers mettent du temps pour les... Voilà. Donc là, on remonte. On n'est pas encore au niveau de l'argent qui était déclaré sur l'ISF, mais presque. On remonte chaque année. Le don moyen IFI, c'est 6 500 €. Je simplifie, c'est un peu plus. 6 600 et quelques. Et le don moyen IR, c'est 650. Voilà. Donc vous avez moins de gens qui sont bien évidemment plus aisés, qui donnent en proportion beaucoup par rapport à la moyenne hier. J'ai répondu à votre question, monsieur le sénateur? Oui, moi je voulais rebondir sur vos interventions. Vous avez mis en évidence le fait que nous étions, enfin, en tout cas du point de vue européen, bons élèves. Si on regarde la réglementation, c'est toute la différence entre la tâche prescrite et la tâche réelle. Même si nous avons un arsenal des outils sur le plan réglementaire, vous avez quand même évoqué le fait qu'il n'y avait pas assez de monde sur la place pour effectuer le contrôle. Or, nous, c'est un peu ce sujet-là qui nous intéresse, puisque c'est quand même la question des flux financiers, ou en tout cas de fait de ne pas pouvoir, parce qu'on n'est pas assez dans le contrôle de ces éléments financiers, avoir des alertes sur des opérations qui seraient plus massives via des petits dons, par exemple, mais répartis sur tout le territoire avec des objectifs qui sont des vrais objectifs stratégiques en matière de politique publique, et pour un certain nombre certainement très positifs, et pour d'autres avec des objectifs qui sont moins convergents avec notre fonctionnement démocratique. Et donc c'est vraiment ça le sujet, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a les outils qu'on fait bien les choses. Quel est votre avis, et avez-vous des exemples de situations qui seraient passées un peu en dessous des écrans radars? Alors, je voudrais juste déjà faire une précision sur les connaissances, la connaissance qu'a l'administration sur tous ces flux, les flux financiers que vous évoquez. Il y a une connaissance qui a été évoquée par Philippe Paillard par rapport aux comptes. En fait, les comptes, ils sont publiés et du coup, on a l'information des ressources des structures concernées, associations, fondations, fonds de dotation. Par ailleurs, l'administration dispose d'informations qui ne sont pas publiques, parce que les comptes c'est public, mais les informations qui ne sont pas publiques, notamment les rapports d'activité. Et pour les fonds de dotation, dans les rapports d'activité, c'est extrêmement précis. Il doit y avoir le rapport d'activité indique quelles sont les libéralités qui ont été reçues, le nom en fait de la personne qui a donné. Donc c'est quand même très précis. Donc là, il y a une information de l'administration. Par ailleurs, il y a ce registre national des associations. Donc chaque association qui est déclarée doit s'immatriculer. Ouais. En fait, on a bien compris que tout ça, ça devait. Ça doit, c'est peut-être, pas toujours. Et en tout cas, c'est pas toujours contrôlé, c'est certain. Et donc, moi, c'est plutôt ce regard-là qu'on attend de vous, en fait. Vous avez quand même un rôle d'observateur un peu privilégié, quand même, de la situation, ne serait-ce que parce que vous participez à l'observation aussi et au bilan qui est fait. Et d'ailleurs, si le 2025 sort avant la fin de la commission d'enquête, on serait très preneur. Hein. Bien, il ne sortira pas avant. Donc, c'est 2025 qui sort fin 2026, c'est ça? D'accord. C'est dommageable, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez déjà un certain nombre d'éléments chiffrés qui pourraient nous être utiles, même s'ils ne sont pas dans le rapport définitif. Mais donc le sujet, c'est celui-là. C'est dans votre situation à vous, est-ce que vous observez des risques, des failles, peut-être des dysfonctionnements déjà, ou des inquiétudes sur certains de ces mouvements que nous souhaitons identifier? Je vais me permettre de répondre. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a eu un certain nombre de rapports ces dernières années qui ont en fait posé le constat que l'arsenal existait, mais que les moyens, par contre, qui étaient mis à disposition de cet arsenal étaient un petit peu légers. Il y a eu un rapport du Sénat en 2023, d'ailleurs, qui a été de M. Husson et de Jean Sanetas, qui disait qu'effectivement l'ensemble, je veux dire, des dispositifs de contrôle étaient extrêmement satisfaisants, mais qu'il y avait une difficulté de mise en œuvre. Il pointait notamment à la question de la coordination entre les administrations,
coordination. Hein. Je pense que ça, c'est quand même un point fondamental. Et nous, on le vit au quotidien, hein, la coordination entre l'intérieur, les finances, la vie associative. Enfin, la question de l'interministérialité, elle est évidemment importante. La deuxième chose, c'est que donc, il y a ce rapport-là qui l'a pointé. Il y a également le rapport de la Cour des comptes sur 30 ans de contrôle de la générosité du public qui expliquait aussi que... alors, il y a eu 5 avis de non-conformité en 30 ans, hein, c'est très peu quand même. Mais c'est vrai que ces avis de non-conformité doivent normalement faire l'objet derrière d'une suspension de la capacité à émettre des reçus fiscaux par les organisations qui sont contrôlées. Ça a été fait une seule fois. Par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était Gabriel Attal à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très dommageable, je veux dire, en termes de responsabilité. Enfin, Philippe Paillard l'a dit, en fait, la confiance, elle est au cœur de notre capacité à collecter des fonds auprès du grand public. Donc, si les mécanismes de contrôle ne sont pas appliqués, quelque part, évidemment que ça remet en question le rapport et le contrat de confiance entre l'État, qui est garant de l'intérêt général, nos organisations qui agissent sur le terrain et les donateurs français. Peut-être quand même un point complémentaire, parce qu'on parlait aussi de droit européen tout à l'heure. La grande difficulté en France, mais qui est aussi une grande richesse et qui est formidable, c'est nous avons 1,3 million d'associations en France. On considère qu'il y a à peu près plus de 360 000 associations qui collectent de la générosité du public. Face aussi aux difficultés, vous l'avez mentionné dans votre introduction, hein, et notamment à la baisse des subventions publiques, vous avez 70% des associations qui déclarent aujourd'hui qu'elles vont se tourner vers la générosité pour équilibrer leurs comptes. Donc on voit arriver de plus en plus d'associations qui sont collectrices, mais il faut aussi pouvoir accompagner ces associations pour qu'elles puissent à la fois connaître l'ensemble de la réglementation et puis pouvoir la mettre en œuvre. Ça demande de la pédagogie et de l'accompagnement et des moyens pour faire cette pédagogie et cet accompagnement d'un côté, et de l'autre, ça demande aussi un renfort des contingents en ressources humaines du côté de la puissance publique. Tout petit exemple comparé, vous avez aujourd'hui un contrôle a priori de l'intérêt général au Royaume-Uni, la Charity Commission uniquement pour l'Angleterre, je ne parle même pas de l'Écosse, etc., c'est plus de 500 employés qui sont dédiés au contrôle. Donc, et uniquement sur le secteur non lucratif. Donc là, aujourd'hui, je veux dire, vu l'état des finances publiques, je ne crois pas qu'on ait les moyens de faire ça. Mais je vous en laisserai juge. L'interministériel a lieu au sein de la structure britannique, en fait. Ce qu'on appelle de nos venus, et qui est éparpillé sur plusieurs ministères et regrouper toutes les compétences. Tout à fait. C'était d'ailleurs l'une des recommandations des députés, maintenant ministres Naïma Mouchou et Sarah El Haïry, dans leur rapport sur la philanthropie, qui proposait la création, d'un organe collégial où devaient siéger à la fois les représentants du secteur et des ministères. Nous, on n'appelle pas forcément de nos voeux la création d'une énième commission-comité à qui va falloir doter de moyens, etc. Par contre, on a porté, et on porte depuis 2022 avec nos collègues de la coordination générosité. Vous avez vu le Centre français hier, vous verrez l'Admical tout à l'heure et le mouvement associatif juste après nous. L'organisation d'une conférence de la générosité. On a fait des propositions, on a écrit un programme, une feuille de route. Nous avons, subi le foisonnement de nos différents gouvernements et nous n'avons pas encore pu aboutir sur cette conférence de la générosité que nous appelons de nos voeux. Conférence qui avait été actée par Madame Ferrari lorsqu'elle était ministre de la vie associative. Et puis, les changements politiques ne lui ont pas permis de mener cette mission. J'ai une autre question. On a mis en évidence sauf si Madame la rapporteure a une question. Dans nos interlocuteurs précédents, ont évoqué le fait que notamment pour les fonds de dotation, il y avait une déclaration initiale, donc pour les 15 000. On a identifié un certain nombre de fonds dormants. Et en fait, un certain nombre si des versements même conséquents sont effectués, la déclaration n'est pas faite. Elle devrait être obligatoire, elle l'est, mais elle n'est pas faite. Et donc, sur ces fonds dormants, en fait, sur les fonds déjà qui sont mis à jour régulièrement,
On ne voit pas forcément les mouvements financiers parce que les mouvements financiers, la déclaration n'est pas mise à jour, mais les fonds dormants également, qui sont quand même une masse assez conséquente, ne sont pas forcément des fonds dormants, mais en tout cas, on n'a pas la précision d'évolution. Et il en va de même sur un certain nombre de sujets en matière de philanthropie, puisque on voit bien que des structures, par exemple dans le domaine de l'éducation hors contrat, que si des donations importantes sont faites en cours d'activité de ces établissements, eh bien, la déclaration n'est pas faite de façon systématique. Et donc, en fait, un des sujets, c'est vraiment cette transparence sur les flux financiers. J'y reviens, mais même avant les histoires de crypto-monnaies, qui sont juste le mur qui arrive devant nous, ou qui est peut-être déjà un peu là. Alors, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans le rapport d'activité, normalement, on est censé mentionner les libéralités qui sont reçues, donc on a toutes les informations sur les flux financiers, mais là, on revient au sujet évoqué, c'est est-ce que l'administration a les moyens de contrôler, en fait, quand elle reçoit cette information, est-ce qu'elle a les moyens humains de pouvoir regarder finement les documents comptables, les documents administratifs, et qui plus est, il faut aussi se plonger dans la comptabilité. Philippe Paillard l'évoquait tout à l'heure, on travaille sur le question du règlement comptable, il faut aussi comprendre le règlement comptable. Mais en tout cas, les informations doivent être données. Si elles ne le sont pas données, il y a des sanctions qui existent, donc notamment la suspension. Je crois que ça a été évoqué hier par le CFF. Il y a la préfecture peut suspendre un fonds de dotation à partir du moment où elle l'a mis en demeure de transmettre des informations. Elle peut suspendre et après, ça peut aboutir à un cas de dissolution. Donc cela existe, mais on revient au sujet des moyens en fait pour que la préfecture puisse exiger la transmission de ces documents. J'empêche personne de parler ? Non, je rebondis juste. On entend et en effet vos collègues du CFF nous l'ont dit hier. Les acteurs de la philanthropie nous l'avaient dit avant, et je n'ai aucun doute sur le fait que ceux que nous allons voir après vous nous le diront. De votre point de vue, les modalités normatives sont efficaces. En tout cas, vous ne souhaitez pas, et c'est après tout votre rôle, qu'elles soient renforcées. Vous pointez une déficience, voire défaillance du contrôle. J'ai en tête ce chiffre qui me laisse encore pantoise. Dans le rapport de l'IGA, la région Île-de-France, qui concentre 30% des fondations et fonds de dotation de ce pays, a cessé en 2020 d'effectuer des contrôles. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'IGA. J'imagine pour une question de moyens humains. Enfin, je ne doute pas que ce soit ça la raison. Mais je comprends donc votre positionnement. Pour autant, j'ai dit quoi ? La région. Mais ça fait 2 fois que je le fais en plus. Pardon. C'est un lapsus. Non, mais je m'en excuse. C'est la préfecture de région, absolument. Donc 1000 excuses pour ce lapsus. Voilà, le constat est là. Il n'est pas posé que par les parlementaires que nous sommes. Il est posé par l'IGA. Le rapport de l'IGA date de 2023. On est en 2026. Va quand même falloir qu'à un moment donné, nous posions les bons actes, y compris parce que sinon, et c'est quand même le sujet autour duquel nous tournons les uns et les autres, il n'y a aucune barrière qui existe sur les stratégies d'influence, quelles qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales, et nous ne pouvons pas laisser les politiques publiques dans ce pays être orientées par des acteurs dont ce n'est pas le rôle. Peut-être juste, aujourd'hui, on voulait, et je pense que ça vous a déjà été dit, mais effectivement, la loi confortant les principes de la République a renforcé les pouvoirs de l'administration fiscale de pouvoir faire du contrôle sur des rescrits fiscaux et du contrôle de l'intérêt général. Nous, ce qu'on appelait de notre vœu lors de cette loi, c'est que ces contrôles anonymisés soient rendus publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi peu d'informations sur la réalité de ces contrôles et sur quelle typologie d'organisation ils ont porté et sur ce qui a été regardé. Et on sait qu'il y a des contrôles parce qu'en fait, il y a un faisceau d'indices. Les administrations, même s'il y a un sujet de dialogue interministériel, et le contrôle a été quand même, le dialogue a été renforcé ces dernières années. Donc, il y a des faisceaux d'indices de suspicion qui sont remontés par les différentes administrations qui permettent de déclencher les contrôles. Parce que comme il y a trop peu de contrôleurs, il faut quand même qu'ils se concentrent à la fois, sur les organisations sur lesquelles il y a une suspicion importante et sur les montants financiers qui sont relativement importants. Par contre, on gagnerait tous
je veux dire, à apprendre aussi de ces contrôles et à connaître, en fait, à la fois ce qui est regardé et quelle est la nature, en fait, des organisations contrôlées. Ça, pour le coup, et ça pourrait être un rapport remis aussi au Parlement chaque année. Enfin, je pense que... De la même manière que sur la question des rescrits fiscaux, je veux dire, on n'a pas de contrôle aujourd'hui a priori d'intérêt général. Cependant, vous pouvez, en tant qu'organisation, demander un rescrit fiscal à l'administration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où sont publiés ces rescrits fiscaux. Et donc, il y a des différences d'interprétation entre les différentes, je veux dire, départements qui analysent ces rescrits fiscaux. Ça provoque de l'insécurité juridique, ce qui ne conduit pas les organisations à demander des rescrits. Or, si ces rescrits étaient publiés, je veux dire, il y a beaucoup plus d'organisations qui en demanderaient et ça participerait à la sécurité juridique aussi de l'ensemble de nos organisations. Or, aujourd'hui, je veux dire, les différences d'interprétation poussent plutôt aux organisations à se dire, bon, on verra bien, et ça, on verra ça si on est contrôlé. Et donc, je veux dire, c'est aussi une source d'insécurité. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir une estimation de ce non-contrôle, en fait? Qu'est-ce qui passe en dessous des écrans radars, dans les contrôles des fonds, dans les contrôles des fondations, on voit bien que quand il y a des fondations abritantes, l'échelon du dessous, la fondation abritée, c'est pas toujours hyper clair, enfin hyper transparent, sans jeter l'eau propre sur les fondations abritées, mais on voit bien que ça crée un échelon supplémentaire et que le regard est plus compliqué à poser avec acuité sur le deuxième niveau. Et donc tous ces sujets-là, vous avez une idée à peu près de l'étendue de ce qui n'est pas vu? Comment dire? Je vais parler en mon nom personnel de président bénévole depuis 2 ans, donc d'une manière tout à fait modeste. Je comprends tout à fait que la commission d'enquête pose ce genre de dossier, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans 99,9% des cas, il n'y a pas de problème, que la relation de confiance, elle est très forte, que le rôle des fondations vis-à-vis des associations est très clair, que les associations, la relation, elle est bonne. Je me permets d'insister là-dessus. Dans ma position, je n'ai jamais vu de choses qui rentreraient dans cela. Je dis franchement, mais je n'engage pas mon syndicat professionnel, mais je pense que Laurence et Sarah diraient probablement la même chose. Donc, je vais vous le dire, humainement, je vous le dis franchement, je trouve que la commission, et c'est normal, a beaucoup focalisé là-dessus et a oublié tout le reste. C'est pour ça, dans mon intervention, j'ai essayé de montrer tout le reste. Il ne faut pas oublier que c'est très transparent en France, que ça marche bien, que voilà. Après, on a raison, et je suis très sensible, Madame la rapporteure, au texte initial de votre commission déposé par votre groupe, qui mettait en avant un vrai problème. Je me cache pas. Et je pense que certains fonds, s'ils étaient éligibles, s'ils faisaient de la générosité, s'ils voulaient être candidats à l'adhésion chez France Générosité, le conseil syndical, on a des critères d'adhésion extrêmement forts. Vraiment. Et puis, en plus des critères d'adhésion très forts, on a aussi la souveraineté du conseil syndical qui probablement n'accepterait pas, s'ils en étaient candidats, certains fonds, parce que derrière, il y a la peur de l'influence politique cachée, etc. Et voilà. Donc, je suis très sensible à l'objet de votre commission en tant que citoyen. En même temps, je dois dire, dans ma position d'intervenant, d'arbitre parfois, etc., d'observateur, je n'ai... Laurence et Sarah, si vous avez le droit de me contredire, mais moi, je ne l'ai jamais senti. Ok, vous êtes alignés là-dessus? Je ne dirais pas on est entre nous, mais vous pouvez le dire, si jamais vous n'avez pas vu. D'accord. En même temps, l'idée, c'est qu'on est quand même à un moment un peu particulier où l'argent public est plus rare et que donc il faut se mettre en situation, pas forcément de développer la suspicion, mais plutôt d'être plus transparent et donc de rendre les choses fluentes et évidentes, quoi, pour les citoyens, à partir du moment où on touche à la plupart des politiques publiques. Et donc, vous comprenez que nos questions, elles sont... non, mais bien sûr, ces questions, on les partage. Des fois, on ne peut pas apporter les réponses, hélas. Mais vos questions, on les partage. Très bien. Je ne sais pas si les collègues ont d'autres questions. Sinon, on vous remercie beaucoup. Madame la rapporteure, ok. Merci à vous. C'était très précis et clair. Merci infiniment. Merci.
Donc, mes chers collègues,